Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur, une étape de vie qui concerne des millions de femmes, la ménopause. Et plus précisément, on va parler de ce qu'on met dans son assiette pendant cette période. Oui, tout à fait. On a sur la table pas mal de documents, des notes, des recommandations très pratiques. Et notre mission, elle est simple. On extraire une stratégie alimentaire qui soit à la fois efficace, intelligente et Surtout bienveillante. exactement. Parce que les sources sont très claires sur les défis. On parle de cette prise de poids qui semble un peu sortir de nulle part, surtout au niveau du ventre. Les bouffées de chaleur, la fatigue qui s'installe. Le sommeil en dents de scie, les humeurs qui font le yo-yo, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Ah oui, c'est un vécu très partagé. Alors l'idée, c'est de déconstruire un peu tout ça. Pas de proposer un énième régime strict qui va finir en frustration. Non, surtout pas. L'objectif, c'est de comprendre la nouvelle logique du corps et de voir comment l'alimentation peut devenir votre meilleur allié pour naviguer cette transition. Comment faire de son assiette une vraie boîte à outils, en fait. C'est tout à fait ça. Pour bien commencer, je crois qu'il faut vraiment comprendre ce qui se passe sous le capot. Les sources décrivent de grands changements physiologiques. Vous pouvez nous éclairer sur la mécanique de base, Sam. Bien sûr. Alors tout part d'un grand chamboulement hormonal. C'est la chute des oestrogènes. D'accord. Il faut voir ces hormones un peu comme des chefs d'orchestre, tu vois. Et quand leur niveau baisse, plusieurs musiciens se mettent à jouer un peu différemment. Et le premier, c'est le métabolisme. Oui, le métabolisme de base, c'est-à-dire l'énergie que notre corps brûle au repos. Il ralentit. On dépense moins de calories pour faire fonctionner la machine, tout simplement. Ce qui veut dire que si on mange exactement la même chose qu'avant, Exactement la même chose, on peut commencer à prendre du poids. c'est ça. Et c'est la première source d'incompréhension et de frustration pour beaucoup de femmes. Et il n'y a pas que ça, j'imagine. Non, la manière dont le corps stocke la graisse change aussi. Avant, la tendance était plutôt sur les hanches, les cuisses. Avec la baisse des oestrogènes, il y a une nouvelle préférence, on va dire, pour la zone abdominale. Une redistribution des cartes, en quelque sorte. Voilà. Et si on ajoute à ça un sommeil souvent de moins bonne qualité et des humeurs plus fluctuantes, qui sont aussi directement liées, on a le tableau complet. Et un point sur lequel les documents insistent vraiment, c'est que ce n'est pas dans la tête. Ah, ça c'est fondamental. Ce ne sont pas des sensations qu'on imagine, c'est de la pure biologie. C'est le point de départ essentiel. Se dire, OK, mon corps ne se bat pas contre moi, il change juste de système d'exploitation. Ça permet de sortir de la culpabilité, tu vois. Oui, je vois très bien. Et c'est là que l'alimentation devient passionnante. On ne la voit plus comme un combat, mais comme le meilleur moyen de donner à son corps les bons outils pour fonctionner au mieux avec ce nouveau logiciel. C'est un levier d'accompagnement, pas une punition. J'aime beaucoup cette idée de nouveau système d'exploitation. Mais concrètement, comment est-ce qu'ajuster son alimentation peut faire une si grande différence? On peut avoir l'impression que c'est une montagne à gravir pour des résultats minimes. C'est une perception très courante, oui. Mais les sources montrent que les bénéfices sont systémiques. Ça agit vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, D'abord, sur l'énergie. Une alimentation adaptée, ça permet d'avoir un niveau d'énergie beaucoup plus stable, fini les fameux coups de barre de l'après-midi. Ensuite, le poids, bien sûr, en jouant sur la satiété, en limitant le stockage. Mais il y a des bénéfices plus profonds, moins visibles. comme quoi par exemple? Je pense à la protection de ce qu'on appelle le capital osseux et musculaire. La baisse d'oestrogène nous rend plus vulnérables à l'ostéoporose et à la perte de muscles. La fameuse sarcopénie. Exactement. Une bonne alimentation, c'est notre meilleure assurance vie pour nos os et nos muscles. Et puis, il y a la santé cardiovasculaire qui devient un enjeu majeur. Et enfin, ce qui est fascinant, c'est l'impact direct sur l'humeur, sur la clarté mentale. Donc ce n'est vraiment pas qu'une question d'esthétique ou de chiffres sur la balance? Absolument pas. La philosophie qui se dégage, c'est une démarche de soin, pour soi-même. On ne cherche pas à perdre 5 kilos en 2 semaines. On cherche à construire une nouvelle base alimentaire solide qui va nous soutenir pour les décennies à venir. C'est un investissement sur sa santé future en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup plus motivant, non? Oui, clairement. Alors, par où on commence? Les sources parlent de grands piliers. Le premier, qui semble vraiment être le plus important, c'est celui des protéines. On en entend beaucoup parler, mais pourquoi est-ce si crucial à ce moment-là précisément? C'est crucial parce que les protéines sont les gardiennes de notre masse musculaire. D'accord. Imagine tes muscles comme un mur de briques. Avec les changements hormonaux, c'est comme si de petites fissures apparaissaient et que quelques briques tombaient chaque jour. Les protéines que tu manges, ce sont les nouvelles briques que tu apportes pour réparer le mur, pour le garder solide. C'est une bonne image. Et un mur solide, ça sert à quoi concrètement?
Ah, mais ça sert à tout. Des muscles solides, c'est plus de force au quotidien, pour porter les courses, pour bouger, pour rester autonome tout simplement. Et pour le métabolisme aussi? Surtout, le muscle, c'est notre principal moteur métabolique. Plus tu as de masse musculaire, plus ton métabolisme de base est élevé. Et donc, plus tu brûles de calories, même au repos, sur ton canapé. Donc préserver ses muscles, c'est la meilleure stratégie pour contrer le ralentissement du métabolisme? C'est la stratégie numéro 1. D'accord. Et les sources insistent aussi beaucoup sur leur effet sur la faim. Oui, c'est le deuxième super pouvoir. Les protéines, c'est l'aliment le plus rassasiant. Le plus. Câlin. Ça évite les fringales. Exactement. Manger des protéines à chaque repas, ça évite la fringale de 11 heures ou celle de 17 heures. Celle qui nous pousse souvent vers le sucre. C'est la différence entre se sentir pleine d'énergie et stable ou avoir envie de faire une sieste 1 heure après le repas. Et concrètement, où les trouvons? C'est simple, des œufs le matin, du poulet ou des lentilles le midi, du poisson ou du tofu le soir. L'idée, c'est juste de ne jamais avoir un repas sans une bonne source de protéines. Ok. Donc on a les briques, les protéines pour la structure et la satiété, mais les sources disent bien que ça ne sert à rien de mettre le bon carburant dans le moteur si tout le système est encrassé. Et c'est là que les fibres entrent en jeu, n'est-ce pas? Parfaitement. Si les protéines sont les briques, les fibres, ce sont les contremaîtres du chantier. J'aime bien la métaphore. On connaît leur premier rôle, bien sûr, c'est le transit, mais leur rôle le plus fascinant se joue plus en profondeur, au niveau de notre microbiote intestinal. Notre deuxième cerveau, comme on l'appelle parfois. C'est tout à fait ça. Il faut imaginer notre intestin comme un jardin, avec des milliards de bactéries. Les fibres, c'est le meilleur engrais pour les bonnes bactéries de ce jardin. Et un jardin en bonne santé, ça a quel impact? Un impact direct sur notre humeur, en produisant des neurotransmetteurs, sur notre système immunitaire, et même sur l'équilibre hormonal. En nourrissant notre microbiote, on aide la digestion, mais on délègue aussi une partie du travail de régulation de l'humeur et de l'inflammation à ces milliards d'alliés. C'est un changement de perspective assez radical. On ne combat pas les sautes d'humeur uniquement avec sa tête, mais aussi avec son assiette. Précisément. Et les fibres ont un troisième rôle clé. Elles ralentissent l'absorption des sucres. Elles évitent les fameux pics de glycémie qui provoquent fatigue et stockage de graisse. Donc viser une assiette très colorée, avec plein de légumes différents. C'est la meilleure stratégie possible. Je suis surprise en lisant les sources. Les bons gras. On a passé des décennies à nous dire que le gras, c'était l'ennemi, et là on nous dit qu'il faut en manger. Pourquoi ce revirement? Ah, vous mettez le doigt sur un point essentiel. La guerre contre le gras a fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on sait qu'il y a gras et gras, quoi. Il faut faire le tri. Oui, les graisses à limiter, ce sont les graisses trans, les excès de graisses saturées des produits ultra transformés. Mais les bons gras et surtout les oméga 3 sont absolument vitaux. Pourquoi, Vito? Parce qu'à la ménopause, le corps a tendance à être dans un état de légère inflammation chronique. Les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras, comme le saumon, les sardines, ou dans les noix, les graines de lin, ce sont les anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Et leur rôle ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris. Il y a un lien direct avec le cerveau. Un lien capital. Notre cerveau, c'est 60% de lipides. Les oméga 3 sont un des constituants principaux de nos neurones. En consommer assez, c'est entretenir sa mémoire, sa concentration, son équilibre émotionnel. Le fameux brouillard mental dont beaucoup de femmes se plaignent. S'assurer d'un bon apport en oméga 3 est une des premières pistes à explorer pour ça. Donc, il ne faut plus avoir peur de ce filet d'huile de qualité sur les légumes ou d'une poignée d'amandes en collation. Très clair. Un mot rapide sur un point qui semble basique, mais que les sources martèlent. L'hydratation. On l'oublie tout le temps, mais c'est la base de tout. Un corps bien hydraté gère mieux sa température, cruciale en cas de bouffée de chaleur. Il élimine mieux les toxines, il lutte mieux contre la fatigue. Boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, ce n'est vraiment pas un détail. D'accord.
Et avant de passer à la pratique, un dernier point. Les phytoestrogènes, soja, graines de lin. C'est un sujet un peu controversé. Solution miracle ou gadget? Ben, ni l'un ni l'autre. La position des sources est très mesurée. Ce sont des molécules végétales qui ressemblent un peu à nos œstrogènes, mais en version très très light. Et ça a un effet? Chez certaines femmes, oui, leur consommation régulière peut aider à atténuer un peu les bouffées de chaleur. C'est un petit coup de pouce potentiel, mais ce n'est en aucun cas un substitut à un traitement hormonal et les effets varient énormément d'une femme à l'autre. C'est une piste à explorer, sans y mettre des espoirs démesurés. C'est exactement ça. D'accord. Bon, avec tous ces piliers, on a beaucoup d'informations. Pour rendre ça concret, les sources proposent un modèle d'assiette type. Et je trouve ça très visuel, très parlant. Oui, c'est un guide très simple, vous prenez votre assiette et vous la divisez mentalement. En 3 parties. Oui, la moitié de l'assiette, c'est pour les légumes. Crus, cuits, en soupe. Peu importe. Du volume et de la couleur pour les fibres et les vitamines. La moitié quand même. C'est beaucoup, et c'est la clé. Ensuite, un quart de l'assiette, c'est pour la source de protéines, poisson, œufs, légumineuses. D'accord. Et le dernier quart? C'est pour les glucides complexes, les féculents qui donnent de l'énergie sur la durée. Quinoa, riz complet, patates douces. Et on n'oublie pas les bons gras. Jamais. On ajoute un filet d'une bonne huile, quelques noix ou des graines. Et on peut compléter avec un fruit et, selon ses besoins, un produit laitier ou une alternative végétale pour le calcium. En vous écoutant, ça me fait penser que ça ressemble énormément au fameux régime méditerranéen. Mais c'est exactement ça. Si on prend du recul, le modèle méditerranéen coche toutes les cases. Riche en légumes, en fibres. Il met l'accent sur les poissons gras, l'huile d'olive, donc les oméga 3, modéré en protéines de qualité. C'est sans doute le meilleur cap à suivre. Parlons maintenant de ce qui fâche un peu. L'autre côté de la médaille, les aliments à limiter. L'approche des sources est plutôt déculpabilisante, mais il y a quand même des points de vigilance. Oui, et le mot vigilance est plus juste qu'interdiction, c'est vrai. Le premier point, c'est tout ce qui est ultra transformé. Les plats préparés, les biscuits industriels. Voilà. Ils sont souvent bourrés de sel, de sucre, de mauvaise graisse, tout en étant très pauvres en nutriments. Des calories vides, quoi. Et le sucre. Le sucre ajouté, celui des sodas, des pâtisseries, il est vraiment à considérer comme un plaisir occasionnel. Il crée ces pics de glycémie dont on parlait, il favorise l'inflammation et la prise de poids sur le ventre. Et l'alcool aussi, j'imagine. Oui, il agit un peu de la même manière et il peut en plus perturber le sommeil. Enfin, pour certaines femmes, les sources notent que la caféine ou les plats très épicés peuvent déclencher des bouffées de chaleur. Mais là, c'est très personnel. Il faut apprendre à s'observer. Ce qui est rassurant, c'est ce message que l'objectif n'est pas la perfection. Pour quelqu'un qui se sent déjà fatigué, cette liste peut ressembler à une contrainte de plus. Et ce serait complètement contre-productif. Toute la philosophie est dans la progressivité. Personne ne change tout du jour au lendemain. L'idée, c'est de choisir une petite bataille. Un petit pas. Un petit pas. Cette semaine, je remplace mon dessert sucré par un fruit. La semaine prochaine, j'ajoute des légumes verts à mon dîner. Ce sont ces petits pas, répétés, qui créent le changement sur le long terme. Sans frustration. Les sources sont claires, hein. L'alimentation est un levier puissant, mais elle ne fait pas tout. Son binôme indispensable, c'est l'activité physique. La prise de poids n'est pas une fatalité, mais il faut agir sur les 2 tableaux. Indispensable est le mot, oui. Et les documents mettent l'accent sur une chose en particulier, le renforcement musculaire. On ne parle pas de devenir bodybuilder, j'imagine. Non, pas du tout. On parle de faire des exercices qui stimulent les muscles, avec des poids légers, des élastiques ou juste le poids du corps. Et pourquoi est-ce si important? Parce que, comme on l'a dit, le muscle est notre moteur métabolique. Le renforcement musculaire, c'est le signal le plus puissant qu'on peut envoyer à notre corps pour lui dire « garde ce muscle, j'en ai besoin ». C'est la meilleure assurance contre la perte de muscle et le ralentissement du métabolisme. Exactement. Et ça se combine parfaitement avec des activités d'endurance, marche rapide, vélo, natation, qui sont excédentes pour le cœur et le moral. Donc si je résume, l'alimentation riche en protéines fournit les briques, C'est ça. et l'exercice envoie le signal au maçon de construire le mur. C'est une métaphore parfaite. Les deux se potentialisent. Une bonne alimentation donne l'énergie pour bouger et le mouvement aide le corps à mieux utiliser ce qu'on lui donne. C'est un cercle vertueux. Un dernier volet, souvent source de confusion, les compléments alimentaires. Ça peut être tentant de chercher une solution en gélule. Quelle est leur place d'après les sources? Les sources les présentent comme une aide ciblée, potentielle, mais avec une grande prudence. Ce n'est pas une solution magique. Jamais. Ça ne remplacera jamais une bonne alimentation.
Ceci dit, certains peuvent être pertinents. La vitamine D, par exemple, est essentielle pour les os. Les oméga-3 en gélules, si on ne mange pas de poisson gras. Le magnésium peut aider pour le stress, le sommeil. Mais il y a un grand mais. Un très grand mais. Cela soulève la question importante de l'automédication. Il est absolument fondamental d'en parler avec un professionnel de santé. Son médecin, son pharmacien? Oui, avant de commencer quoi que ce soit, pour vérifier si on en a vraiment besoin, et surtout pour s'assurer qu'il n'a pas d'interaction avec d'éventuels traitements. C'est un réflexe de sécurité non négociable. Alors, que faut-il retenir de tout ça, si on devait distiller l'essentiel de notre analyse aujourd'hui? Le grand message, c'est que la ménopause est une phase de recalibrage, pas de privation. L'idée, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Mettre l'accent sur les aliments bruts, complets. Voilà. Le réflexe à adopter. Des protéines à chaque repas, ne plus craindre les bons gras et faire des légumes la star de l'assiette. Et tout ça en synergie avec le mouvement, surtout le renforcement musculaire. Et je retiens aussi ce message profondément déculpabilisant. Chaque femme était unique. Le changement prend du temps et la meilleure approche, c'est d'être bienveillante avec soi-même. Intégrer une seule nouvelle habitude et s'y tenir, c'est déjà une immense victoire. Pour finir, une pensée pour aller plus loin. Les sources se concentrent à juste titre sur la biochimie de l'assiette. Mais au-delà des nutriments, on pourrait se demander quel est le rôle du plaisir de manger, de la convivialité dans cette transition, comment notre relation à la nourriture elle-même peut évoluer pour devenir une source de bien-être plutôt qu'une source de stress supplémentaire. C'est peut-être là que se trouve une des clés d'une transition réussie.